nous verrons qu'il n'y a pas que des enfants qui ont été sauvés, que nous vous proposons à l'occasion de la publication, vous venez le voir, de l'ouvrage de Valérie Porteret, Vous n'aurez pas les enfants, qui est présenté avec une préface de Serge Klarsfeld et Boris Cyrulnik, qui vient de paraître donc aux éditions XO Documents. Merci à tous les trois d'être présents aujourd'hui autour de ce rendez-vous. À vos côtés, Valérie Porteret, Serge Klarsfeld. Alors, c'est un peu délicat de vous présenter, Serge, mais en quelques mots, vous êtes avec votre épouse Béate, vous avez consacré toute votre vie à la mémoire de la Shoah et au jugement des criminels nazis. Vous êtes auteur de très nombreux ouvrages de référence, dont Vichy Auschwitz et bien évidemment le calendrier des déportations. Voilà, vous êtes aussi le président de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France. Vous avez eu connaissance très tôt des travaux de Valérie Porteret. Vous l'avez toujours encouragée à vous engager dans cette recherche qui a duré toute une vie. Vous nous raconterez, Valérie, cet engagement de travaux d'historienne au fil de ces années. Vous avez soutenu votre thèse, donc Lyon-Vichy, l'affaire de Vénissieux, 26 août, 29 août 1942, Histoire et mémoire d'un sauvetage emblématique, sous la direction de Laurent Douzou. Une thèse considérable de 1300 pages, dont, alors aujourd'hui, l'ouvrage dont il s'agit n'est pas l'adaptation classique pour publication d'une thèse. Vous nous expliquerez dans quelle mesure le projet a pris une forme très singulière. Merci d'être là aujourd'hui sous forme de webinaire, puisque le mémorial n'a pas encore réouvert. Donc, et merci au public d'être là pour partager ce moment avec nous. Simon Perregaux, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'INELCO. Je vous passe tout de suite la parole pour commencer ces échanges. Merci Pauline et merci au Mémorial de la Shoah de m'avoir sollicité pour animer cette séance autour du livre de Valérie Porteret qui s'inscrit dans une historiographie dynamique sur la question du sauvetage dans le contexte de la persécution et de la déportation des Juifs en France sous l'occupation, qui s'inscrit aussi dans une historiographie attentive à l'histoire de l'enfance. Et donc, je voulais commencer cette prise de parole en soulignant l'ancrage de cette recherche dans des problématiques et des thématiques qui intéressent les chercheurs depuis longtemps, mais avec, je crois, une attention accrue de ces dernières années. Ma fonction sera donc d'animer l'échange et je commencerai en donnant la parole à Serge Klarsfeld qui était d'une certaine manière à l'origine de cette recherche puisque c'est l'une des deux rencontres importantes qui ont marqué le début de l'enquête de Valérie Porteret. Serge Klarsfeld, quand et comment avez-vous découvert cet épisode, cette affaire de Vénissieux? Est-ce que vous en avez d'emblée saisi toute la portée historique et symbolique au moment où vous commenciez à étudier en historien la persécution des Juifs en France? Alors, je crains qu'on ait perdu la connexion avec Serge Klarsfeld. Est-ce que Valérie, vous me confirmez que vous ne le voyez plus? Non, on ne le voit plus, Simon. D'accord, bon. Je regarde pour mettre en… D'accord, on vous fait confiance, Alexandre, pour essayer de récupérer la connexion. Donc, je donne tout de suite la parole à Valérie en vous posant d'une certaine manière la même question. Quand avez-vous pris connaissance de cette histoire? Est-ce que vous pouvez retracer pour nous le long chemin qui vous a conduit à ce livre publié en 2020, mais qui a une longue histoire derrière lui? Oui, tout à fait. Vraiment, ce dernier ouvrage, Vous n'aurez pas les enfants, paru chez XO en février dernier, finalement, la genèse de cette parution demande de retourner à mes débuts, à mon inscription en mémoire de maîtrise en 1992-93. Et donc, après ma licence, j'avais décidé de travailler sur un sujet
d'histoires qui touchaient à la question de l'enfance sans pour autant avoir émis l'idée de travailler sur un sujet se rapportant à la Shoah. Et c'est à la suite, vous savez, à l'époque, il fallait trouver un sujet inédit, rien n'était informatisé, donc on devait aller à la rencontre des directeurs des musées, des centres, discuter avec eux. Et c'est ainsi que, en fait, j'ai pu rencontrer l'association des enfants cachés à Lyon, et j'ai eu une jeune femme qui a compris que je cherchais aussi un sujet historique, vivant, qui demanderait un travail d'investigation. Et elle m'a mis sur la piste d'un château, le château de Perrins, dans la Drôme, qui aurait accueilli des enfants pendant la guerre. Donc, j'ai eu extrêmement beaucoup de chance parce que la directrice du château de Perrins, dont la fille vivait au château pendant la guerre, s'était mariée avec un professeur de mathématiques, féru d'histoire, qui avait classé les archives de sa belle-mère, dont un cahier d'entrée et de sortie des enfants. Et j'ai été évidemment interpellée par le fait que cette archive était annotée sur certains noms. Et c'est ainsi qu'il m'a dit que il faudrait que je puisse prendre connaissance des travaux de Serge Klarsfeld, qui avait pointé du doigt dans Vichy-Auschwitz l'existence d'un grand sauvetage d'enfants au camp de Vénissieux, ce qui à l'époque pour moi ne me parlait pas du tout. J'ai été extrêmement surprise et j'ai eu la chance dans la suite de cette rencontre avec ce monsieur au château de Perrins de rencontrer et Serge Klarsfeld lors d'une cérémonie où il dédicaçait son calendrier de la persécution des Juifs de France, que je tiens là, qui a été réédité depuis, et rencontré aussi René Naudot, qui avait publié un petit fascicule intitulé Les enfants ne partiront pas. Et c'est ainsi, donc, je suis contente de voir que Serge Klarsfeld est à nouveau parmi nous, que nous avons échangé et qu'en fait, au-delà de ce sujet qui me paraissait extrêmement important d'un point de vue humain, qui était le sauvetage de 108 enfants, par cette rencontre avec Serge Klarsfeld, j'appréhendais en tout cas l'idée forte que c'était un sujet de la plus haute importance. Et c'est une manière pour moi aussi de lui rendre la parole tout de suite. Merci Valérie. En effet, Serge Klarsfeld, on aimerait maintenant vous entendre sur le moment où vous avez pris connaissance de cet épisode de Vénissieux. Est-ce que, alors c'est dans Vichy-Auschwitz, hein, mais Vichy-Auschwitz est lui-même cet ouvrage le fruit de longs travaux. Est-ce que vous vous rappelez de la rencontre avec cet événement en tant qu'historien? Est-ce que vous en avez saisi d'emblée la portée historique et aussi symbolique? Ça a tout de suite été quelque chose qui vous a marqué? Tout à fait, puisque dans Vichy-Auschwitz en 1983, j'ai insisté énormément sur l'importance de cet épisode qui a permis à l'Église catholique et à l'opinion publique française, à l'occasion ou en la circonstance de cette grande rafle de la zone libre, de faire pression sur le gouvernement de Vichy au moment où le gouvernement de Vichy déportait les Juifs massivement. 3000 Juifs partaient par semaine depuis le 17 juillet, 3000 Juifs, et le rythme pouvait s'accélérer au point que les Allemands, fin août, avaient à Berlin décidé de mettre un train quotidien à partir du 15 septembre jusqu'au 31 octobre pour déporter 1000 Juifs par jour. Et Vichy aurait pu accepter cette augmentation du rythme des déportations, et c'est véritablement l'Église catholique et les protestantes également et l'opinion publique française en zone libre qui ont emporté la partie et qui ont obligé les Vichy à tenir compte de cette opinion publique qui était guidée par les leaders spirituels de l'époque qui étaient les grands prélats catholiques. Le cardinal Gerlier a joué un rôle essentiel et
son argumentation a été que les impératifs moraux étaient supérieurs aux... La position qu'il avait prise de couvrir le sauvetage de ces 108 enfants, eh bien, devait renforcer, c'est le message qu'il a fait passer à Laval, devait renforcer le gouvernement français dans ses rapports avec les Allemands en montrant aux Allemands quelles étaient les difficultés de déporter les Juifs à partir de la France. Et Laval, immédiatement, le lendemain, quasiment après avoir reçu ce message, Laval a fait passer ce message aux Allemands et les chefs SS qui dirigeaient la politique allemande en France, eh bien, les chefs SS ont accepté cette prise de position de Laval et ont accepté qu'il n'y ait pas un train par jour et que le programme initial de 3000 juifs par semaine soit maintenu jusqu'à la fin du mois de septembre. Mais au mois d'octobre, eh bien, 15 000 juifs ont été déportés de Hollande, 5 000 juifs ont été déportés de Belgique, les trains pour déporter les juifs de France étaient là et 0 juif a été déporté au mois d'octobre. Les déportations ont repris, 4 convois sont partis en novembre, mais ce programme de 45 000 juifs en un mois et demi, eh bien, n'a pas été réalisé. Et ensuite, il y a eu d'autres événements militaires qui ont également contribué à ralentir disons, la livraison des Juifs arrêtés par la police française. Donc, le travail, quand j'ai rencontré Valérie, eh bien, le message que je lui ai fait passer en 1993, moi, j'avais retracé le contexte historique, mais le contexte historique ne suffit pas. C'est pourquoi toutes les études régionales sont extrêmement importantes et cet épisode ne pouvait pas avoir une solidité si Valérie n'avait pas retracé les trajectoires de pratiquement tous les enfants et les trajectoires aussi, leur trajectoire à travers la population française, parce que c'est la thèse que j'ai présentée en 1983, c'est-à-dire que c'est la population française qui a été le meilleur rempart pour sauver les Juifs en raison de sa, disons, à la fois de l'enseignement chrétien qui avait été diffusé par les curés et de l'enseignement laïque républicain qui avait été diffusé par les instituteurs. Et en tout cas, les Français ont réagi et les Français ne se sont pas conduits comme des veaux, comme l'avait dit le général de Gaulle. Ils se sont conduits dans cette question qui était une question essentielle. Ils se sont bien conduits à partir du moment où ils ont réalisé que les Juifs étaient envoyés à la mort, puisqu'on envoyait des vieillards, on envoyait des enfants, et que ce n'était pas pour travailler. Et tout le monde en était conscient. Et le journal qui vient de paraître de Paul Morand montre bien qu'à Vichy, les dirigeants étaient parfaitement au courant que les Juifs allaient à la mort. Ils ne connaissaient pas les détails, mais ils savaient que c'était une destination absolument périlleuse, et en tout cas tellement funeste pour les enfants et les gens fragiles. Voilà. Et donc, Valérie eh bien, a fait ce travail qui montre exactement comment ces enfants ont été sauvés, le destin de ces enfants. C'est une remarquable thèse et d'ailleurs, je suis fier que non seulement j'étais là, mais pour cette thèse, mais que Boris Cyrulnik était là. Nous sommes 2 enfants qui avons échappé par miracle à l'arrestation, moi derrière une fausse cloison et lui parce qu'il a eu l'initiative de sortir de
de la foule des gens qui sortaient de la synagogue et qui partaient pour la déportation, Boris Cyrulnik s'en est sorti, je m'en suis sorti, et c'était tout à fait normal que nous soyons là pour cette thèse qui est véritablement une thèse qui apporte des découvertes qui sont symboliques de ce sauvetage général des enfants français. Et malheureusement, 11 000 enfants ont péri, près de 60 000 ont été sauvés. Et c'est un cas absolument unique en Europe. Le sauvetage de 3/4 des Juifs de France et le sauvetage d'une proportion extrêmement importante d'enfants, cela on le doit aux efforts des Juifs eux-mêmes pour sauver leurs enfants, mais on le doit aussi et surtout à la population française qui a été réceptive, et avant les défaites allemandes, parce que les défaites allemandes sont intervenues en novembre 1942, le débarquement en Afrique du Nord, et puis en fin janvier 1943, la défaite de Stalingrad. Mais les Français sont les seuls à avoir réagi pendant l'été 1942. Bien entendu, c'était plus facile de réagir en zone libre qu'en zone occupée, mais il n'empêche que les Français ont réagi contre leur gouvernement, et cela, il fallait le montrer en détail, montrer comment la population française a pu recevoir, dans cet épisode d'Isieux, a pu recevoir les enfants et sauver les enfants, puisque je crois que seulement 3 d'entre eux ont péri par suite des arrestations ultérieures. Merci Serge Klarsfeld. Valérie, pour que l'on resitue bien cette opération de sauvetage, est-ce que vous pourriez revenir sur sa singularité? Parce qu'il y a eu d'autres actions de sauvetage pendant l'occupation. De nombreuses organisations juives et non juives ont été impliquées. Pendant cet été 42 où Vichy, en zone non occupée, rafle et déporte vers la zone occupée pour déportation vers Auschwitz des milliers de Juifs, il y a aussi eu dans d'autres centres de rassemblement des opérations de criblage avec un peu partout des gens qui se démenaient pour essayer de faire bénéficier des internés d'exemption de déportation, mais pourtant à Vénissieux, il se passe quelque chose de particulier. D'un côté, vous dites que c'est emblématique, mais c'est aussi une opération de sauvetage qui est exceptionnelle au sens premier du terme. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur ce qui fait la singularité, peut-être aussi le succès de cette opération de sauvetage, même si, bien sûr, n'oublions pas que toutes les personnes internées à Vénissieux, loin s'en faut, n'ont pu être sauvées? Oui, de toute façon, elle est exemplaire déjà parce que c'est la plus grande opération de sauvetage qui a été réussie dans un camp en France, avec des résultats que l'on retrouvera par ailleurs nulle part. En 3 jours, sans armes, on exfiltre 471 personnes, dont 108 enfants, sur les 1016 personnes qui sont arrêtées. Donc, on a déjà des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et puis, c'est un sauvetage qui est emblématique parce qu'il est interconfessionnel. On retrouve à l'intérieur de ce camp des acteurs à la fois de toute obédience, avec ces catholiques, protestants et juifs qui sont réunis au sein de l'Amitié chrétienne, qui est une œuvre interconfessionnelle créée à Lyon au mois de mai 1941. Sachant que c'est une œuvre qui bénéficie de l'appui humain et financier des œuvres juives qui ont confiance en ses membres, et ils comprennent qu'eux-mêmes vont se retrouver dans des difficultés de plus en plus grandes et que cette œuvre est un paravent qu'il faut saisir. Ce sont des hommes et des femmes qui sont réunis au camp, qui ont déjà travaillé ensemble depuis très longtemps, qui se connaissent, notamment au comité de Nîmes, ce comité où
On se réunit une fois par mois et on essaye de défendre le plus possible le sort des internés. Ce sont également des gens qui ont la connaissance de ce qui sera fait à ces internés si on ne les sort pas et qu'on ne sauve pas le plus possible. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'itinéraire de l'abbé Glasberg. Comment imaginer que l'abbé Glasberg n'ait pas choisi Lyon comme capitale pour débuter son parcours de ses études de théologie, son parcours de vicaire dans une paroisse où on a l'habitude déjà d'accueillir des réfugiés, de prendre des cours dans un séminaire universitaire où on retrouve les théologiens les plus progressistes, œcuméniques. C'est vraiment la résistance spirituelle est née également à Lyon. D'ailleurs, à Vénissieux, on retrouve le père Chaillès, jésuite, qui justement travaille avec ses plus grands théologiens comme le père Henri de Lubac, qui depuis les années 30 demande des éclaircissements, demande d'éradiquer l'antijudaïsme des Juifs de France, demande que l'Église soit unie, c'est-à-dire que les chrétiens, les catholiques et les juifs apprennent à travailler, à partager, à vivre ensemble. Voilà, tous ces éléments, les protagonistes, les acteurs, le fait aussi que on ait pu sauver ces juifs étrangers qui sont emblématiques de tous ces, pour Laval, tous ces déchets, alors qu'en fait, justement, on va réussir la plus grande opération de sauvetage en faveur des juifs étrangers. Je trouvais que par rapport à cette image que l'on a de l'importance qu'on a donnée à ces personnes et puis surtout à ces enfants, sachant quand même que c'était notre propre gouvernement, Laval, qui le 4 juillet avait demandé la déportation des enfants. J'ai trouvé justement que le titre que Serge Klarsfeld avait lui-même proposé pour ma soutenance, qui était Lyon contre Vichy, qui était le titre de mon étude, était vraiment bien trouvé, puisqu'on est vraiment dans un combat franco-français. Et j'ai trouvé justement, par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'on se trouve dans cette zone dite libre. Et on a déjà des Français qui montrent leur capacité de ne pas obéir aux ordres, notamment Gilbert Lesage, qui est celui qui va entraîner tous les membres de l'amitié chrétienne dans cette opération de sauvetage, en leur faisant la proposition de travailler à ses côtés pour procéder au triage des internés. N'est pas anodin que ce résistant à Vichy fasse appel à l'amitié chrétienne. Et j'ai trouvé que aussi la façon dont ce sauvetage avait été accompli au camp de Vénissieux, la manière dont même les assistants sociaux, c'est pour ça que j'ai donné un rôle important à Lily Garel de Lozé, avaient procédé, leur marque de respect vis-à-vis de ses parents, leur façon de faire. Il y avait quelque chose de vraiment très humaniste en fait. Et j'ai trouvé qu'on avait à la fois le combat avec un abbé qui était capable de faire fi voilà, même d'utiliser toutes ses capacités, même de la clandestinité. Et puis à côté, quand même, on n'oublie pas la situation des parents, même de leur demander quels étaient leurs choix pour le devenir de leurs enfants. On retrouve aussi... donc, elle est emblématique. On pourrait vraiment passer de nombreuses heures à développer pour vous répondre, mais c'est vraiment c'est incroyable. Et parmi la vaste documentation que vous avez
utilisé. Il y a bien sûr les témoignages, on pourra y revenir, hein, ça a été une source très importante pour vous. Les archives auxquelles les historiens sont habitués, mais peut-être pour aborder une source qui est importante en histoire, mais qui n'est pas toujours facile à utiliser, j'aurais voulu vous parler des photographies. Ces photographies que vous avez trouvées, Valérie, en vous demandant peut-être de revenir sur alors, l'histoire de leur découverte et puis peut-être d'en commenter quelques-unes, puisqu'on en a à montrer à notre public. Et ce sera l'occasion aussi de demander à Serge Klarsfeld quelle importance lui accorde à l'image comme source historique, mais aussi comme preuve. Vous vous êtes porté acquéreur de ces photographies, c'est qu'elles vous importent. Et de manière générale, le médium photographique, la source photographique a joué un rôle dans vos travaux. Je pense notamment à cette quête peut-être de la photo manquante du Veldiv, compensée par cette photo de l'extérieur que vous avez trouvée. Je pense aussi, Serge Klarsfeld, à votre travail de décryptage de photos faussement identifiées comme relevant de l'intérieur du Veldiv pendant la rafle et que vous avez daté de l'immédiate après-libération et du moment de l'internement des présumés collaborateurs. Donc voilà, partons de cette source photographique pour mettre en image déjà l'histoire dont Valérie, vous avez fait le récit, et puis pour discuter ensemble de ce que ces photos nous apportent. Donc Valérie, peut-être. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que justement, que l'on ait retrouvé ce fonds photographique incroyable en 2018, c'est la preuve que cette recherche demandait un temps très long. Moi, j'ai toujours cherché toutes les preuves irréfutables de sauvetage, que ça soit en retrouvant une liste des enfants datée de 1946, que ce soit en retrouvant les actes de délégation de paternité, donc la preuve de la cession de la paternité par les parents en 2003, que ça soit la liste des 130 adultes libérés de façon officielle par la commission de criblage en 2012. Et puis, bon, évidemment, retrouver les témoins, acteurs, hein, tous les acteurs du grand sauvetage. J'ai pu quand même rencontrer Madeleine Barrault, j'ai pu rencontrer Charles Lederman, j'ai pu rencontrer Elisabeth Hirsch, j'ai pu échanger avec Jean-Marie Soutou. Bon, les enfants, on reviendra sans doute dessus. Et puis, voilà, vraiment l'exemple que vous citez par rapport à ce fonds photo qu'on a exhumé du camp de Vénitieux, en plus un camp pour lequel on n'avait rien. Ça faisait des années qu'on cherchait des documents photographiques sur ce camp. On a souvent avancé d'ailleurs des cartes postales qui avaient été prises en 1918, où on voyait les baraques mises sur cet arsenal militaire qui est à la frontière de Vénissieux-Saint-Fond. Mais on n'avait aucun document photographique. Et moi, en 2013, j'avais pu retrouver un interprète indo-chinois du camp de Vénissieux, Van Pham, par le biais de Joël Pham, qui travaillait sur des films d'indo-chinois et qui m'avait convié à justement à visionner un documentaire. Et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer Van Pham, qui était encore vivant. Il avait 96 ans et qui, contre toute attente, au bout de 6 heures de prise de témoignage, m'a dit qu'il avait des photos qu'il avait prises en 1941. Et ensuite, en 2018, donc, j'ai reçu un mail de Joël Pham parce que Céline Ngotron, la petite fille d'un autre travailleur indo-chinois, l'avait contacté. Son grand-père était décédé et elle cherchait à authentifier certaines de ses photos. Elle ne voyait pas du tout où elles avaient été prises. Et Joël Pham, à qui j'avais envoyé aussi les photos prises en 1941, a repensé à moi, donc savait que je continuais mon travail sur Vénissieux. Et du coup, ça, on était en octobre 2018. Et Serge Klarsfeld venait avec Béate donner une conférence auprès des lycéens à Lyon. Et tout de suite, donc, je lui ai présenté ces photos en lui disant qu'en plus, j'avais pu quand même en authentifier certaines de façon certaine parce que sur une, on voyait des photos des enfants au camp, dont Lotte Lévy, qui était mon premier témoin. Donc,
Et sur ce, j'ai évidemment tout de suite pensé qu'il fallait faire en sorte que ça soit Serge Klarsfeld qui en détienne, on va dire, l'autorité, enfin, parce qu'il était le garant en fait de la protection de ces photos, de la pérennité. C'était vraiment trop précieux. Et donc, de octobre à janvier, j'ai entamé les pourparlers avec cette famille de façon à ce qu'elle envoie les photos à Serge Klarsfeld. Et c'est Serge Klarsfeld qui ensuite peut nous expliquer, surtout lui, son interprétation des photos, parce qu'en réalité, c'est lui qui l'a donné. Serge? Pardon? Oui, on vous laisse Moi, la j'ai parole sur toujours les été photos. intéressé, vous m'avez posé la question, par les photos, parce que si on avait eu des photos de policiers français traînant des familles juives à la rafle du Veldiv, on aurait gagné 20 ans disons, dans la conquête de la vérité en ce qui concerne le rôle de Vichy pendant la Shoah. Dès le milieu des années 70, je suis allé en Allemagne chercher des photos et je me souviens d'avoir retrouvé pas mal de photos de la rafle de mai 41, de la rafle d'août 41, de les avoir rendues publiques immédiatement. Et puis en 1980, après une très longue enquête à travers le monde, j'ai retrouvé l'album d'Auschwitz et je l'ai publié pour la première fois intégralement, cet album d'Auschwitz, en 1980. Je me suis toujours intéressé à la photo et nous avons publié pour le 50e anniversaire des rafles de 1941, un très bel album avec une photo que Arnaud, que j'avais envoyée aux archives fédérales allemandes, avait retrouvée d'un policier français saluant un militaire allemand devant l'Arc de Triomphe et qui montrait un peu la servilité de la police française à l'égard de la police allemande. Bon, j'ai continué à chercher tout le temps des photos et évidemment, quand Valérie m'a dit photo de Vénitieux, bah, j'ai sauté en l'air parce que les photos de Vénitieux, dès que je les ai vues, c'est les premières photos d'une rafle en zone libre. On n'avait pas de rafle, de photos de la rafle du Veldiv, on n'avait pas de photos de la grande rafle des Juifs étrangers en zone libre. Et maintenant, on avait des photos tout à fait caractéristiques, puisqu'on voit les autobus remplis, qui arrivent à Vénissieux, remplis d'hommes et de femmes et d'enfants juifs, et qu'on voit les scènes du réfectoire, de la levée du drapeau, avec au garde à vous les Juifs qui vont mourir quelques jours plus tard et les policiers qui les gardent. Sans doute sont-ils incertains du sort qui les attend, en tout cas en ce qui concerne les policiers qui eux, il y a une division du travail, ils les envoient à Drancy. À Drancy, ce n'est pas leur affaire ce qui se passe à Drancy. Mais en tout cas, nous avons ces premières photos qui sont des photos tout à fait caractéristiques de ce qui se passait ailleurs. Et les Juifs qui arrivent à Vénissieux arrivent de 10 départements de la région préfectorale de Lyon. Il y a 16 qui sont arrivés, près de la moitié qui ont heureusement été sauvés par les commissions de criblage et puis par l'exfiltration des enfants. Mais 544 ont péri et ils ont été déportés dès le 2 septembre 1942. C'est qu'ils ont été transférés le 29 août à Drancy. 3 jours plus tard, ils partaient. Il s'est passé une semaine entre le moment où ils étaient libres et le moment où ils ont été assassinés, la plupart d'entre eux, dès leur arrivée à Birkenau.
Mais le rôle de la photographie, j'insiste, le rôle de la photographie est extrêmement important. Il faut visualiser ce qui s'est passé. Si on n'avait pas eu l'album d'Auschwitz, on ne pourrait pas visualiser la sélection dans un camp d'extermination. Et heureusement, on a retrouvé ces photos. C'est d'autant plus fort que c'est vraiment des photos, si vous voulez, c'est pas des photos de la propagande, c'est des photos de vie, et parfois des derniers moments de vie. Et puis c'est vraiment des photos qui illustrent notre sujet, à la fois avec, elles illustrent le crime et le sauvetage. On est en plein au cœur de ces 3 journées de Vénissieux, et on aimerait savoir pour tous les visages si ces personnes-là ont fait partie des gens qui ont eu le ticket à la vie sauve, ou si malheureusement ils ont eu le ticket pour monter à la gare de Saint-Priest, être transférés à Drancy, et comme le dit Serge Klarsfeld, d'être gazés peu après. C'est incroyable. Et puis, ce rappel de cette présence aussi de ces travailleurs indo-chinois qui étaient là. Finalement, ces personnes qui étaient là, le petit personnel ordinaire qui était là pour servir la tinette, pour nettoyer les baraques, comment imaginer que c'était eux qui allaient nous donner ces photos, des photos aussi précieuses. Et j'ai eu un journaliste qui enseigne au Vietnam qui me disait, mais au final, ça ne m'étonne pas parce qu'il y avait des villages entiers, même de photographes, même avant-guerre. Mais nous, on n'y pensait pas. Avec ce hasard des sigles, hein, parce que bon, quand on voit apparaître MOI, on se dit, mais de quoi s'agit-il? Bon, c'est la main-d'œuvre indigène, hein, et pas la main-d'œuvre immigrée, mais il y a cette conflagration en plus des sigles qui rend effectivement cette coprésence dans ce camp des travailleurs indo-chinois et de cet épisode de la rafle et du criblage qui est effectivement assez sidérant. Est-ce que Valérie, vous voulez commenter une série de photos qu'Alexandre pourrait faire apparaître à l'écran? Oui, alors juste par rapport à l'importance de ces photos, les photos par certains, là en l'occurrence, m'ont permis par exemple de valider certaines parties de témoignages. Parce que, par exemple, mon premier témoin, Lotte Lévy, m'avait dit que quand tous les enfants avaient été réunis après leur séparation avec leurs parents au centre du réfectoire dans une salle, ils avaient à un moment aperçu une dernière fois des cars avec leurs parents collés aux vitres des cars, essayant de les apercevoir une dernière fois. Et je me souviens très bien, pourtant Lotte avait 17 ans au moment du sauvetage, mais j'ai pas pu l'écrire, enfin, si vous voulez, je ne voyais pas, en tout cas, par exemple, j'ai le projet de film, d'adaptation film de ce livre, et ben, je me disais, il faudrait quand même que j'arrive à prouver que c'était possible. Et c'est suite à une photo, justement, du premier interprète qui a été prise à l'intérieur de ce même réfectoire. On voit des grandes baies vitrées. Il me montre que c'est au centre du camp et il m'explique que les cars ont pu, justement, longer ce réfectoire et qu'effectivement, les parents ont pu apercevoir une... Vous voyez, il y a des choses aussi qu'on peut raconter avec ces photos, qu'on peut raconter plus facilement, et les gens vont s'intéresser à votre récit parce qu'en plus, ils le comprennent. C'est tout l'intérêt aussi des films, mais là, en tout cas, la photographie, moi, j'ai toujours aussi, comme Serge, je ne l'ai pas trop dit, mais moi, j'ai toujours été avide de trouver des photos, que ce soit les photos des sauveteurs, les photos des enfants sauvés, et là, vraiment, vous imaginez la photo qu'on voit là, par exemple, si on relit les télégrammes qui ont été émis, on parle du nombre de bagages que les internés pouvaient avoir. Et vous voyez, là, on voit ces cars avec tous ces bagages que des internés, même pour l'enseignement, au niveau pédagogique, c'est quand même plus facile de comprendre et même d'avoir une certaine émotion parce que par exemple, là, on voit le porte-drapeau, il y a une photo
où on voit un couple d'amoureux aussi devant ce porte-drapeau qui se tiennent la main. Là, vous voyez, vers ces quarts, on voit des enfants aussi qui récupèrent leurs affaires. Enfin, il y a toute une vie, en fait, qui s'exprime avec ces photos. Quelque chose de moins froid que quand même les rapports de police. Vous voyez, là, on a vraiment des photos qui donnent vie à l'histoire. Et j'ai toujours pensé que c'était très complémentaire, en fait. Que moi, par exemple, pour Serge Klarsfeld, je sais que ce qui m'avait interpellé, il y a plein de choses qui m'ont interpellé, mais quand j'ai vu le film du procès Barbie, j'ai été très touchée de le voir lire l'une des photos, de lire des lettres d'un enfant. C'était aussi visuel de voir un avocat, un chasseur des nazis se pencher sur une lettre d'un enfant. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui vous restent, que vous avez vues et qui partent jamais. Et je me suis dit quand même, ces photos, elles ont suscité beaucoup de réactions. Par exemple, je ne sais pas si Alexandre peut mettre la photo où on voit Lotte Lévy, par exemple. On reconnaît aussi Émile Messler et je ne sais plus quel numéro porte cette photo, mais c'est la seule où on voit justement. Alors ça, c'est la photo de Lotte Lévy, mon premier témoin, et oui, on la retrouve aussi. C'est une photo de groupe avec un garçon souriant au premier plan. Oui, c'est ça, tout à fait. Dans le livre, on la voit là. Je ne sais pas si Alexandre, je ne me souviens plus de son numéro. Imaginez quand même, voilà, oui, on la voit souriante face à nous. Et souvent, j'ai des gens qui ont été interpellés parce qu'ils disaient, mais comment ça se fait? Pourquoi il sourit? Mais en fait, vous êtes dans un moment de vie. Imaginez que dans le camp, vous avez aussi, on peut expliquer qu'il y a certaines familles qui s'étaient jamais revues depuis la Belgique, un étant le boucher, l'autre le coiffeur, et ils se retrouvent au camp. Et les enfants se connaissent. Donc, vous voyez, en un cliché, le sourire, en fait, c'est juste à un moment, mais dans les pires situations, à un moment, vous pouvez sourire parce que vous reconnaissez quelqu'un. Je trouvais que ça aussi, c'était frappant. Et puis aussi, vous êtes au moment où ces gens-là reçoivent à manger. Il fait extrêmement chaud. C'est le moment où ils vont entrer dans une salle qui va les protéger aussi. Vous voyez, moi aussi, elles m'ont interpellé ces photos. Mais je trouvais, voilà, là, par exemple, on est à l'entrée du réfectoire. Et je trouvais que là, on sent des gens qui essayent d'avoir des renseignements. Oui. Ouais. Mais effectivement, celle qui incarne vraiment la rafle, le crime, c'est celle avec l'arrivée des cars au camp. Ben moi, j'ai pas vécu pendant des mois. Le jour où j'ai eu ce contact avec Céline et Joël, et le jour que j'ai parlé à Serge Klarsfeld de l'existence, et le jour où Serge Klarsfeld m'a dit qu'il avait bien reçu les clichés, j'ai plus vécu parce que c'était vraiment très intense. Vous vous rendez compte, moi, je recevais constamment des demandes ou même des historiens, des documenteurs de films qui me disaient mais on trouve rien sur Vénissieux. Et à Lyon, c'est encore pire. C'est une ville où vous avez aucun document filmé. Il n'y a rien. Vous avez parlé de documentaire là à l'instant, et je sais que vous avez envie de donner forme à ce projet, de continuer votre travail sur cette histoire dans différentes directions, et ça m'invite à vous poser une question sur la forme que vous avez donnée à ce livre. Alors, Serge Klarsfeld le sait mieux que moi parce qu'il a eu votre thèse entre les mains, mais vous avez produit d'abord un travail universitaire avec ses caractéristiques, sa longueur, ses notes, son appareil critique,
ses annexes, sa bibliographie. Là, pour le livre, vous avez fait le choix, je pense, de vous adresser au plus large public, avec un récit vraiment presque minute par minute, peut-être même parfois, c'est une question que je vous pose, par moment en faisant preuve d'un usage raisonné de l'imagination, parce que vous allez tellement loin dans les détails qu'on sent une vraie envie de nous faire vivre ces heures terribles dans le camp de Vénissieux, ce qui nécessite peut-être parfois, à partir de témoignages, de recréer une atmosphère, des gestes, des regards. Donc voilà, je voulais d'abord vous interroger sur cette forme que vous avez donnée à ce livre, qui est un livre d'histoire, mais qui en même temps n'en a pas toutes les caractéristiques au sens académique du terme. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un effort de toucher le plus grand nombre, mais vous nous le direz. Et puis l'autre question, c'est les autres projets que vous avez avec cette histoire. Je sais que du côté à nouveau de l'image, mais cette fois-ci de l'image animée, que ce soit sous la forme du documentaire ou du cinéma de fiction avec tous les guillemets du monde, vous avez aussi des envies. Et dans le même temps, Serge pourrait peut-être nous dire ce qu'il pense de cette manière de faire connaître l'histoire de la Shoah à partir d'un travail de recherche étayé, en employant le plus de vecteurs possibles. Comment est-ce qu'à partir d'une recherche historique, on peut, toujours de manière raisonnée, toucher le plus grand nombre? Alors déjà, moi j'ai eu une rencontre, vraiment une belle rencontre avec le directeur des collections de chez XO, Renaud Leblond, à qui j'ai pu faire comprendre que je souhaitais mettre à la disposition effectivement du plus grand nombre, et notamment des scolaires et de leurs professeurs, d'un sujet donc qu'on vient de dire être de la plus haute importance. Et il était évident que 1300 pages de thèse, soit je faisais le choix d'une édition de ma thèse pour les plus érudits, les scientifiques, auquel cas pour moi ça n'avait pas tellement d'intérêt, puisque de toute façon un jour ou l'autre ils pourront accéder à ma thèse. Non, avec mon éditeur, l'objet c'était d'arriver à reconstituer un récit historique avec un choix des protagonistes qui permettent de balayer au plus large on va dire tous les tenants et les aboutissants, la complexité de cette affaire, mais avec un début et une fin, et que les gens puissent appréhender le sauvetage, les raves, de façon pas simple, mais accessible. Et il est vrai que du coup, avec ma thèse, d'après ma thèse, pendant 2 ans, on a travaillé avec que ma thèse. C'était vraiment ma thèse au centre, mais il y avait des découpages, des choses qui devaient s'emboîter, et avec aussi une écriture qu'on appelle style caméra embarquée, où on pouvait tout de suite dire quand même que ce livre était un objet, pouvait servir d'objet de travail pour un projet de film, d'adaptation film du livre. Mais vous voyez, si j'ai fait le choix quand même de demander à Serge Klarsfeld et à Boris Cyrulnik de faire la préface de cet ouvrage, c'est que j'ai quand même cherché à montrer également à des gens qui sont passionnés, qui ont vécu la Shoah, ou qui sont des descendants, que ce livre était toujours une référence historique pour appréhender ces questions. De plus, si à l'intérieur, on a pris le soin de mettre cet album photo, c'était également, d'abord c'était pédagogique, parce que quelqu'un qui ne sait pas trop si le livre va lui plaire, il peut prendre le livre au centre, commencer par l'album photo, appréhender cette histoire, et ensuite revenir à une lecture. Et puis, également, vous voyez, le titre, vous n'aurez pas les enfants, c'est un titre qui est extrêmement parlant, mais c'est le titre des tracts de la résistance qui a été balancé dans la rue de Lyon au moment où le préfet de région mettait tout en place pour remettre la main sur ces enfants qui ensuite auraient été déportés sans leurs parents et gazés à Auschwitz, au même titre que les enfants d'Isieux. Et moi, si vous voulez, j'ai eu la chance de toujours entendre parler des enfants d'Isieux, et j'aimerais
que les professeurs, les étudiants, les gens puissent, et même dans les cérémonies, qu'on puisse enfin entendre parler des enfants de Vénissieux qui incarnent le sauvetage. Voilà, de toute façon, finalement, enseigner l'histoire de la Shoah en France, ça passe également par l'enseignement du sauvetage. Et on n'avait pas jusqu'à présent un récit pédagogique. Et puis on a le plus grand sauvetage entre les mains maintenant. Donc il serait quand même bien. Voilà, c'était mon but, c'était vraiment de travailler pour un large public. Et je pense que, en tout cas, c'est un livre où on voit que des grands-parents me disent passer à leurs petits-enfants ou que des petits-enfants me disent penser aux frères à leurs parents. Donc, si on a réussi vous voyez, à avoir un ouvrage qui puisse intéresser les familles, mais l'ensemble des familles. Et puis, vous me parlez tout à l'heure du fait, pourquoi Valérie, pour vous, c'est un sauvetage emblématique. Mais moi, c'est pour moi un sauvetage emblématique pour évidemment enseigner la Shoah et le sauvetage, mais je pense aussi que c'est un sujet, une affaire qui peut aujourd'hui nous donner l'exemple, non seulement de ce qu'il fallait faire, mais de ce qu'il faut aujourd'hui toujours faire. C'est une histoire qui a laissé une empreinte à l'humanité de ce qui s'est passé et qui nous donne quand même des stratégies pour bien faire encore aujourd'hui et qui peuvent donner aussi aux jeunes du souffle pour s'engager. Vous voyez, on parle toujours de la fin des derniers témoins, mais en réalité, l'engagement, si eux ont su s'engager, d'autres doivent encore le faire. Et je pense que une lecture comme ça peut aussi donner l'envie de bien faire, de respecter les autres. Tous ces acteurs du sauvetage, moi, ce qui m'a passionné, c'était que c'était des hommes vertueux, que c'était des hommes qui nous permettaient enfin de parler du bien. Alors évidemment, sans faire de déni, le mal, Auschwitz, c'est incarné, c'est la toile de fond puisqu'il y a eu un sauvetage. Mais il est quand même bien aujourd'hui de pouvoir dire que, vous vous rendez compte, Serge Klaas le rappelle, on est au moment du pic génocidaire, au moment où on pense que tout est fini et on réalise le plus grand sauvetage collectif jamais opéré dans un camp en France. Et ce, avec des gens qui ont été capables de faire fi de leurs différences religieuses, mais aussi politiques, et d'avoir envie d'œuvrer tous ensemble avec un seul but, c'est de sauver, mais non seulement de sauver, mais de sauver le plus possible des gens, avec l'intelligence, en connaissant le mal, parce que c'était des gens avertis, qui avaient la connaissance, qui avaient voyagé, qui avaient partagé. Et tout ça, vous voyez, encore aujourd'hui, c'est une histoire qui est formidable, qui doit nous servir. Serge, est-ce que vous avez quelques commentaires avant qu'on passe peut-être aux questions? Pour nous, les fils et filles des déportés juifs de France, la priorité, c'était les enfants qui avaient été perdus. La Shoah, c'est la mise à mort des Juifs. Hein. C'est pas seulement les survivants, c'est aussi ceux qui ont été victimes définitivement. Et donc, nous nous sommes attachés par l'image, justement, à refaire vivre d'une vie posthume, en tout cas, les 11 000 enfants qui avaient été perdus en France. Il ne faut pas oublier, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Et en France, un maréchal de France, Philippe Pétain, un premier ministre de la Troisième République, ancien socialiste, Pierre Laval, le fleuron de la technocratie bureaucratique, eh bien, ont livré des milliers d'enfants aux Allemands qui avaient déclaré leur volonté de liquider les Juifs. Bon, donc la priorité pour nous, c'était de faire revivre ces enfants, qu'ils arrêtent d'être des victimes de l'histoire, des rebuts qui étaient inconnus, anonymes,
mais de les faire revivre non seulement par leur état civil, mais également par leurs photos, par leur trajectoire, par leur histoire familiale, etc. Donc, on a publié plus de 5500 photos. On a retrouvé ces 5500 photos. Mais également, nous sommes partis d'ailleurs des enfants d'Isieux, puisque au procès de Barbie, je voulais que chaque enfant d'Isieux ait sa photo et une partie civile, membre de sa famille, pour le représenter. J'avais réussi cela, et avec les fils et filles, eh bien, on a réussi à rassembler, à retrouver, à faire appel à toutes les familles pour retrouver le maximum de photos. Il nous en manque encore la moitié pratiquement. Mais un épisode comme celui de Vénissieux est un épisode du sauvetage. Près de 60 000, je l'ai dit tout à l'heure, ont été sauvés. C'est une spécificité absolue de la France. Même des pays comme la Belgique et la Hollande, où les gens n'étaient pas plus antisémites qu'en France, eh bien, la proportion d'enfants déportés a correspondu à celle de la population française, de la population qui a été déportée. En France, la proportion des enfants déportés a été inférieure à la proportion des enfants dans la population juive en France. Donc, l'épisode de Vénissieux, c'est un épisode qui fait, je dirais, qui contraste avec, et dans la région préfectorale de Lyon, eh bien, il contraste avec Isieux. Isieux, c'est le fanatisme de la Gestapo. Tous les enfants pris sont mis à mort après leur déportation. Et à Vénissieux, eh bien, c'était en zone libre, les Allemands n'étaient pas encore là, eh bien, la population française a pu intervenir et les réseaux d'amitié chrétienne ont pu intervenir pour sauver les enfants. Il faut montrer les épisodes de sauvetage, les épisodes de la désobéissance civile des Français et de leur compassion vis-à-vis des enfants qui étaient en danger. C'est une spécificité véritablement française. Il faut non pas insister là-dessus simplement, mais il faut également pouvoir le prouver. Et Valérie a fait un magnifique travail pour prouver ce qui s'est passé à Vénissieux. Je vois que à Nice, par exemple, ce n'est pas la population qui a pu sauver les enfants, mais la plupart des enfants qui ont été arrêtés à Nice le doivent sans doute à la bienveillance de l'intendant de police ou du préfet. Je ne peux pas, on n'a aucun document, mais 15 enfants seulement sont partis de Nice parce que au dernier moment, les autorités ont laissé, contrairement aux directives de la police de Vichy, ont laissé aux parents la possibilité de laisser leurs enfants en dernière minute à n'importe qui, mais de laisser leurs enfants. Et la plupart des parents ont laissé leurs enfants. Malheureusement, 15 d'entre eux ont été déportés. Mais à Vénissieux, il n'y a pas eu donc d'enfants déportés. Et c'est un cas véritablement exceptionnel qui méritait non seulement d'être, disons, l'objet d'une thèse, mais également que cette thèse soit répandue. Et le travail, justement, le mérite de Valérie, c'est de non pas de vulgariser, mais d'apporter au maximum de gens la connaissance de cet épisode. J'espère qu'il y aura un film de fiction, parce que un film de fiction, mais conforme à la vérité historique, parce que réellement, les situations dramatiques sont telles qu'on peut faire un très beau film. Merci beaucoup. On aura l'occasion, grâce aux questions, de revenir certainement sur d'autres aspects qui mériteraient d'être abordés. Mais le moment est venu de donner la parole à notre public. Pauline va peut-être reprendre un peu la main
sur cette distribution de parole. Oui, il y a plusieurs questions. Il y a une question je suis l'arrière-petite-nièce du rabbin Robert Emmanuel Brunswick, qui a participé au sauvetage avec d'autres des enfants de Vénissieux. Il est mort en déportation par le convoi numéro 74 en mai 1944. Je suis en train d'écrire la biographie de ce rabbin et suis à la recherche de documents photos, films, documents écrits, manuscrits, tapuscrits de sa main qui parlent de lui. Est-ce que vous... donc la question, c'est est-ce que vous avez connaissance de son implication dans le dispositif de sauvetage? Quel aurait été éventuellement son rôle? Est-ce que vous... Voilà. Oui, ben, de toute façon, je connais Martine parce qu'elle m'avait contactée Berstein qui pose cette question, pardon. Il y a quelques temps et effectivement, je lui avais dit que Emmanuel Brunswick, évidemment, avait agi lors de cet épisode du sauvetage de Vénissieux et il avait lui-même d'ailleurs recueilli 2 des enfants de Vénissieux dans sa maison, enfants qui ensuite, lorsque les Juifs de France ont eux-mêmes été menacés par Vichy après l'occupation de la zone libre, évidemment, ces enfants ont été exfiltrés ailleurs. Et en fait, je lui avais dit effectivement que dans le cadre des acteurs multiples au sauvetage, il serait intéressant qu'on puisse peut-être développer une plateforme dédié à l'affaire de Vénissieux et pouvoir soit développer d'autres angles de recherche, soit compléter des recherches en amenant par exemple des jeunes étudiants, des futurs mémoires de maîtrise à travailler sur certains sujets. Donc son intention, c'était, en tout cas ce qu'elle m'avait dit, c'est de dire qu'elle avait, par exemple, que la biographie de ce rabbin Brunswick, très intéressant, par exemple, n'existait pas. Voilà. Un nouveau sujet de recherche pour une étudiante en maîtrise. Moi, je lui avais suggéré cette possibilité d'aller voir un professeur d'histoire de l'université et voilà, parce qu'il y a des archives qui existent et il y a sans doute un travail très intéressant à faire sur cette personnalité. Je pense que Serge Klarsfeld... Alors, il y a également une question de Frédéric Pélisson, qui est le président de l'association Mémoire août 1942 Aigueblet Savoie. Ça permet de revenir sur les photos que nous avons montrées. Donc, une incroyable série de photos prises au camp de Vénissieux, on en a parlé longuement, ont été retrouvées récemment. En tant qu'historien, pensez-vous qu'il existe une possibilité de parvenir à identifier les personnes visibles sur ces photos? C'est ce que vous avez fait déjà, Valérie, dans l'ouvrage avec certains enfants qui sont identifiés. Est-ce que c'est le cas peut-être pour d'autres? Est-ce que vous avez fait ce travail d'identification Moi, pour les enfants, oui, j'avais identifié donc Lotte Lévy, j'avais identifié Émile Messler, c'est le petit garçon qui a pratiquement pas de cheveux sur la tête. Je l'ai filmé. Un petit peu caché mais on le voit bien néanmoins. Oui, voilà. Et puis un autre des enfants qui lui, est malheureusement décédé. Pour les adultes, la grande difficulté, c'est que à un moment, même moi, en comparant des photos que j'avais de la police judiciaire et des photos des albums photos des enfants et ces photos-là, parfois je suis revenue vers les familles en disant cette personne-là ressemble très fortement à votre maman, par exemple. Et en fait, c'est très curieux, mais les familles hésitent beaucoup, en fait, pratiquement à se dire, mais ça peut pas... Ils aimeraient, mais l'authentification des adultes est beaucoup plus compliquée que celle des enfants, en vérité. Parce que si vous avez une photo de profil et que sur la photo de Vénissieux, vous l'avez de face, eh ben, il faudrait vraiment faire appel, je pense, à des personnes vraiment qui sont spécialisées dessus, qui peuvent recouper différentes photos. Mais en tout cas, moi, je suis très prudente et quand j'émets des pistes, je ne les dis pas pour l'instant parce que je pense que ça mérite vraiment des vérifications. C'est très dur d'authentifier des adultes. C'est pas comme des grands personnages, si vous voulez, c'est des gens... des individus qu'on ne connaît pas, donc c'est plus compliqué.
Mais je sais que je connais aussi M. Pélisson et d'ailleurs, chaque été, il me propose de présenter mon ouvrage, mais là, avec le Covid, ça a été repoussé. Et je pense que peut-être qu'on peut lancer, hein, c'est une recherche autour des personnes, peut-être qu'on pourra en retrouver, mais disons que ça reste très difficile. Même, j'ai fait des zooms sur des visages d'enfants qui sont dans le réfectoire du camp. Et j'ai demandé même à l'enfant sauvé que je connaissais de s'authentifier et il avait des doutes parce que les photos étaient prises de loin, parce que des fois ils ne se reconnaissent pas, donc c'est compliqué en fait. Ça fait partie de cette grande démarche qu'évoquait Serge Lasfeld à l'instant sur le fait de redonner une identité, enfin un visage et un nom à ceux qui ont été assassinés. Donc c'est aussi une manière de peut-être le sens de la question de cette personne est lié à ce souci-là. Alors j'ai une autre... Par exemple, vous voyez, il y a des fois les enfants sauvés, ils possèdent des photos de leurs parents, mais par exemple de leur arrivée en Belgique, quand ils ont fui leur pays d'origine, puisque la moitié des enfants sauvés proviennent de Belgique. Alors, ils ont des photos, mais qui sont bien plus anciennes que l'épisode de 42. Et oui. Les gens qui ont vécu ensuite l'exode en France et qui se retrouvent à Vénissieux, ils ont parfois des visages qui se sont vraiment transformés. Moi, vous voyez, c'est pas facile d'imaginer comment une personne, en ayant pris 20 ans ou 15 ans, avec en plus qu'ils ont vécu, des fois, il y a des grands changements. Et je me souviens, par exemple, c'était le cas d'un enfant, Jean Baumel, il possédait que des photos de la police judiciaire de ses parents vues de profil qui avaient été prises en France. C'était l'inverse. Et il me disait, j'aimerais connaître mes parents jeunes avec une photo. Et dans les archives de Belgique, j'ai retrouvé 2 portraits extraordinaires de ses parents, d'ailleurs qui étaient tailleurs, et dont sa mère, magnifique, est en tailleur avec cravate. Et on ne peut pas imaginer, si vous voyez les photos de la police judiciaire que j'avais trouvées pour la France et les photos de Belgique, ils sont méconnaissables, voilà. Donc, ce n'est pas facile de faire des recoupements sur des visages. Voilà. Alors, il y a une question aussi de Philippe Veil. Valérie Porteret, je vous remercie donc pour votre travail passionnant. Je suis un descendant du docteur Joseph Veil, qui a contribué au sauvetage à Vénissieux. Dans votre récit, il me semble que vous lui donnez surtout de l'importance dans la dissémination des enfants une fois qu'ils sont sortis du camp auprès des familles. Dans ses mémoires, le docteur Veil raconte avoir rédigé de nombreux certificats médicaux pour justifier de la sortie de certains enfants. En avez-vous trouvé trace dans vos recherches? Oui, moi, dans ma thèse de doctorat, j'ai beaucoup parlé de Joseph Veil et notamment de son travail au sein du comité de Nîmes et notamment de toute son action que j'avais résumée dans un chapitre s'intitulait « Les enfants dehors », de tout ce qu'il avait entrepris pour faire sortir au final les enfants des camps de la zone sud. Mais j'ai retracé aussi tout son travail clandestin de résistance jusqu'à son arrivée à Lyon en 1941. Et donc, pour le livre, c'est vrai que pour les acteurs, à part les 2 piliers du sauvetage, Chayel, Abbé Glasberg, on retrouve les autres acteurs, même si on en parle de façon, on les présente de façon assez courte, mais on les retrouve surtout en 41, à partir de 1941 à Lyon. Donc, concernant les certificats dont il est question, ce ne sont pas des certificats qui ont été rédigés à Vénissieux. Oui. Vous ne l'avez pas évoqué, mais c'est ce jeune médecin, enfin très jeune médecin qui a 24 ans, Jean Adam, qui va être
qui est le seul, au moment de l'opération en elle-même, qui est présent dans le camp et qui va participer avec ses Oui, d'ailleurs, concernant le docteur Jean Adam, quand même, à qui l'on doit le sauvetage de plus de 120 adultes, dont Justus Rosenberg, qui est un des héros du livre et qui incarne le seul adulte sauvé du camp de Vénissieux que j'ai pu retrouver et qui est toujours encore vivant et que j'ai filmé pour ses 93 ans à New York. Rien n'a jamais été fait pour lui rendre hommage. Autant, vous voyez, à Lyon, avec Serge Klarsfeld, Jean Lévy, on a rendu hommage au général de Saint-Vincent, qui a refusé de prêter ses troupes pour escorter. Mais pour le docteur Adam, j'avais même fait une demande de médaille des justes en sa faveur. Et pour l'instant, ça n'a pas abouti. Alors, pour des raisons qui ne sont pas très importante parce que la figure du docteur Adam de toute façon va être connue, mais tout simplement parce que Justus, qui avait simulé une crise d'appendicite, de péritonite au camp, et qui ne savait pas que ce médecin-là était dans la résistance, va l'apprendre le jour où je le filme. Et entre-temps, il avait donné un témoignage à Yad Vashem, où il n'authentifiait pas, enfin, il n'avait pas identifié évidemment ce docteur, puisque pour lui, il avait simulé une crise de péritonite. Ensuite, il sort du camp, il est hospitalisé à Édouard Herriot, on l'opère de cette péritonite. L'abbé Glasberg fait en sorte ensuite de le mettre, de le protéger, de le faire partir dans la Drôme. Et donc, du coup, moi, quand j'ai fait ma demande à Yad Vashem, Justus valide ma demande et en disant, bah, c'est le docteur Adam qui m'a sauvé. Donc, à Yad Vashem, ils m'ont répondu, oui, mais c'est vous qui avez soufflé le nom. Et peut-être que ce n'est pas lui. Et ce que j'ai essayé d'expliquer, ça demandera du temps, c'est que de toute façon, il n'y avait qu'un médecin au camp de Vénissieux. Les deux autres qui avaient été appelés ne se sont jamais présentés au camp de Vénissieux. Donc, voilà. Donc, ça a été un peu… Mais de toute façon… la question des sauveteurs ne se pose pas qu'en termes de médaille des justes, remise par Yad Vashem. Donc, si vous voulez, moi, j'ai vraiment voulu rendre honneur dans mon livre à ce docteur Adam. J'avais eu la chance de rencontrer sa veuve, qui habitait d'ailleurs Vichy. Elle m'avait remis le témoignage de son mari, qui avait été écrit juste après la guerre. On avait même un plan du camp de Vénissieux, qui était assez extraordinaire, un détail sur le personnel, les membres du camp qui était très important. Et c'est même le docteur Adam, après-guerre, a été à l'image, je veux dire, après Vénissieux, je ne sais pas si tous les gens qui nous écoutent sont au courant, mais à l'intérieur du camp de Vénissieux, soit le docteur Adam a soigné les vrais malades, soit il a dressé des faux diagnostics, soit il a même distribué des petites doses de poison pour rendre un certain nombre d'internés dits intransportables, qui faisaient partie des exemptions, pour les envoyer dans des hôpitaux lyonnais. Ben, après Vénissieux, il va faire la même chose, mais cette fois-ci dans le bureau où sont envoyés les jeunes pour partir au STO. Mais il va se faire, je pense qu'il s'est fait dénoncer. On va le retrouver à moitié mort dans les rues de Lyon, attaqué par le MNAT, qui était le mouvement national antiterroriste. Puis après, vous allez le retrouver infirmier dans les maquis, parce heureusement, une copine infirmière l'a retrouvé dans les rues de Lyon et l'a soigné. Ensuite, il part comme infirmier dans les maquis. Et après guerre, vous le retrouvez dans les SANA comme médecin, où non seulement il apporte les soins, ensuite d'ailleurs il sera sur chaise roulante parce que sans doute dû à ce qu'il a subi pendant la guerre, et il s'occupe de la chorale, il s'occupe du beau moral des gens qui soignent. Enfin, vous voyez, c'est un homme extraordinaire et j'aurais bien voulu, évidemment, pour cette veuve, arriver à temps pour faire en sorte qu'il soit reconnu. Ça ne s'est pas passé, mais il a encore des enfants, il aura des petits-enfants et j'espère… en tout cas, c'est vraiment une figure importante du sauvetage de Vénissieux. Une question sur votre travail dans les archives. Où est-ce que vous avez pu retrouver les listes des enfants? Est-ce que c'est dans les archives du Rhône?
Non, alors la première liste des enfants, parce que si vous voulez, en plus, ce qui a demandé du temps à ma recherche, c'est que moi, je n'ai pas travaillé sur un corpus qui existait ou même avec des listes de noms. Il a fallu que je retrouve une liste que j'ai complétée et cette liste, j'ai eu de la chance de la retrouver aux archives de l'Alliance israélite universelle, juste au moment où elle déménageait. Et j'ai eu un archiviste qui, comprenant que je venais de Lyon, le jour où il déménageait, m'a laissé consulter ce carton qui portait le nom de Vénitieux. Et j'ai eu beaucoup de chance de retrouver cette liste qui était datée de 46, qui comportait, je crois, 82 noms et que j'ai complété après. C'était une liste d'autant plus intéressante qu'on avait le nom, le prénom des enfants et dans une dernière colonne, quelques lieux où ces enfants ont été passés. Donc, ça m'a permis, cette liste, je l'ai tout de suite ensuite publiée, même dans la presse écrite, pour faire des appels à témoins. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai retrouvé des gens souvent par le biais de cette liste. Aux AD du Rhône, c'est les actes de délégation de paternité que j'ai retrouvés. C'est aux archives de l'Ardèche que j'ai retrouvé la liste des 130 exemptés par la commission de criblage. C'est en consultant les 70 000 dossiers des étrangers aux AD du Rhône en cherchant cette même liste, en fait, qui ne s'y trouvait pas, que j'ai pu retrouver aussi des preuves des manières de fonctionner de l'abbé Glasberg au service des étrangers. C'était assez surprenant. Voilà, après, j'ai évidemment, comme un certain nombre des enfants étaient passés en Suisse, j'ai consulté les archives suisses. Comme la moitié des enfants de Vénissieux venaient de Belgique, de parents étrangers, j'ai fait les archives de Belgique. Après, je sais, voilà, les archives de Vincennes pour les archives de police et de gendarmerie. C'était très dense, hein. Voilà, les archives évidemment du CDJC aussi beaucoup, qui m'ont beaucoup aidé au moment où j'ai débuté pour retracer la biographie de nos acteurs du sauvetage à l'intérieur du camp de Vénissieux et qui m'ont permis d'ailleurs de rencontrer assez vite les acteurs du sauvetage. J'ai pas eu la chance justement de rencontrer Joseph Vey, j'ai pas eu la chance de rencontrer non plus Georges Garel. Mais j'ai eu la chance de rencontrer, de fréquenter très longtemps son épouse, et puis Gilbert Lesage. Voilà. Et ce qui m'avait beaucoup touché, là je le dis en aparté, chez ces grands acteurs du sauvetage, c'est que quand je les ai rencontrés, ils n'ont jamais mis en avant ce qu'ils avaient fait à Vénissieux, mais ils ont toujours mis en avant leur souci de ce qu'étaient devenus les enfants. Et ça, je tenais à le dire parce que c'est pour vous dire qu'on parle de sauveteurs, d'actions héroïques, mais souvent, c'est des gens qui ont mis en avant surtout la façon, une certaine humanité, de pas, c'était pas ils cherchaient pas la popularité, au contraire, c'était toujours des gens qui étaient inquiets sur le devenir des gens qu'ils avaient pu sauver, sur ces enfants. Et d'ailleurs, c'était pas une question anodine, le fait de demander comment allaient ces enfants, puisque vous voyez, sur les 108 enfants sauvés, j'en ai identifié 90, et comme le rappelait Serge Klarsfeld, un certain nombre ont été malheureusement repris. Il y a eu Margot Coppel, suite à une rafle qui a été opérée en 1944 à Mâcon, et puis les deux enfants Tételbaum qui avaient été sortis du camp de Vénissieux avec leur maman Cépha, et ça, c'est Serge Klarsfeld qui, dans son livre Les enfants d'Isieux, m'avait remis la photo de la famille Tételbaum, et suite à l'arrestation de deux des enfants, on est allé rechercher les deux autres enfants sauvés à Vénissieux et leur maman Cépha qui sont ensuite déportés. Donc, vous voyez, en plus, on a vraiment le lien qui s'est fait entre les enfants d'Isieux, la tragédie juive et le sauvetage de Vénissieux, pour montrer que si ces enfants n'avaient pas été sauvés au camp de Vénissieux, si leurs parents n'avaient pas accepté ce sacrifice, qui est le pire des sacrifices qu'on puisse demander à des parents, voilà ce qui leur serait advenu à ces enfants, c'est-à-dire la déportation à Auschwitz. Alors, je crois qu'il y a des personnes qui souhaiteraient intervenir directement. Vous pouvez parler, on ne voit pas votre visage, mais on vous entend très bien.
J'ai une question sinon de Irène Kishka. Est-ce concevable de lancer un appel général à la population d'Europe pour se mettre à la recherche de photos cachées de l'époque dans les archives familiales des parents, grands-parents, arrière-grands-parents pour découvrir d'éventuelles archives dont ils ignorent l'importance? Une sorte de travail de mémoire historique européen de la Shoah. Donc, c'est une question de Irène Kishka à Bruxelles. C'est déjà beaucoup ce que fait le mémorial de la Shoah auprès de, constamment des appels à déposer des archives iconographiques auprès de notre institution. Donc, mais peut-être vous voulez répondre à cette question? D'abord, je salue Irène Kishka, que je connais bien, qui est une amie très proche d'une des enfants sauvés, qui est la photo numéro 11, si Alexandre peut nous la montrer, de Mela, qui nous écoute là en ce moment, qui vit en Belgique et qui a été sauvée de Vénissieux, et son frère Michel Kishka, évidemment, dont on connaît les travaux. Et voilà, donc Mela qui nous écoute avec sa fille et Irène. Donc, je n'ai pas trop compris la question en fait. Je pense qu'elle se soucie de savoir s'il y a des campagnes qui sont faites de sensibilisation auprès du grand public pour essayer de retrouver dans leurs archives personnelles des documents dont comme ce qui s'est passé avec ces descendants des familles indochinois, des travailleurs indochinois qui ont retrouvé dans leurs archives familiales des documents extrêmement importants dont ils ne mesuraient pas forcément l'importance historique. De toute façon, moi, quand je suis allée à la rencontre des enfants sauvés, c'est sûr que mon but, c'était de récolter leurs paroles, mais également qu'ils me fassent confiance et je puisse récupérer les albums photos de leur famille, ce que j'ai fait, ce qui m'ont permis en fait de donner des visages aux parents et dont nombreux des 545 qui malheureusement sont partis en déportation. C'est-à-dire que parallèlement à ma recherche sur le sauvetage, j'ai toujours eu à cœur de rendre vivant par la parole des enfants et par les photos qu'ils avaient conservées de leurs parents, les parents partis en déportation. Un peu comme Serge Klarsfeld le disait pour son album des enfants qui, eux, sont partis en déportation. J'ai eu toujours ce souci. D'ailleurs, vous voyez, dans les témoignages, à chaque fois quand j'ai pris la parole des enfants sauvés, on est toujours reparti de leurs parents, c'est-à-dire de la chasse à l'homme qui avait été faite contre leurs parents depuis l'arrivée d'Hitler. Et curieusement, beaucoup des enfants possèdent encore des albums photos qui illustrent en vérité la portée du sauvetage. Parce que si je prends par exemple Émile Messler qui est en photo là avec Lotte Lévy prise au camp, et il m'expliquait que lorsque la gendarmerie est venue les arrêter avec sa maman dans leur maison, ils avaient une voisine portugaise qui était ulcérée par cette arrestation, qui rentrait dans la maison et qui tout de suite s'est adressée à sa mère en lui disant « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, Madame Messler ?» Et elle lui a remis une boîte avec toutes les photos de famille. Et donc, Émile Messler, lui, il ne s'en souvient pas de cet épisode. Donc, il vit sa vie d'enfant caché, d'enfant sauvé. Et il est orphelin des deux parents, hein, parce qu'on n'a pas évoqué, mais l'après-guerre, pour les enfants, c'est assez terrible. Donc, il est orphelin de ses deux parents. Et il n'a donc aucune photo de ses parents. Il était tout petit quand même, là, comme on voit Vénissieux. Donc, il n'a plus cette... Et cette dame portugaise, va tout entreprendre après-guerre pour retrouver ces gens et va remonter vers Émile Messler et il lui redonner cette boîte avec toutes ces photos. Et je sais que quand j'ai filmé Émile Messler, je ne peux pas vous dire, mais l'émois, l'émotion qui ressortait chez lui quand il m'a raconté cette histoire. Donc, vous voyez, les albums photos aussi ont une histoire qui illustre le sauvetage et la bonté des gens
qu'ils avaient rencontrés sur ces terres françaises, dans ces villages, qui ont même entrepris, vous voyez, j'ai une autre petite fille, Diane Volovich, sauvée à Vénissieux, bah, son fils, Jacques-André Chavannes, m'a raconté comment, au moment de son arrestation, le maire du village a caché les effets de cette dame, dont des bijoux, par exemple, là, et a remis, à la fin de la guerre, a tout entrepris pour remettre ça. Mais vous voyez, voilà, c'est très intéressant, les histoires des albums photos aussi. On a une question également que Philippe Veil souhaiterait poser directement. Vous pouvez parler. Voilà. Allumez votre micro et on vous écoute. Il faut que vous allumiez votre micro. Et voilà, c'est ça. Allez-y. Une question pour moi? Je ne sais pas. Non, non, c'est Philippe Veil qui souhaitait poser une question. Je ne sais pas si c'est notre Philippe Veil ou un autre. On vous écoute? On ne vous entend pas. Et apparemment, votre son n'est pas activé. Le mien? Non, non, Serge, Philippe Veil. Bon, on va attendre que vous remettiez en place votre micro. Pour répondre à ce que disait Irène aussi, moi, j'aurais vraiment souhaité, par rapport à l'idée de cette plateforme consacrée à Vénissieux, c'est que des familles puissent compléter justement un album photo, puisque le projet, ça serait vraiment bien qu'on puisse ensuite avoir je ne sais pas si on peut dire, en tout cas un lieu de mémoire dédié à Vénissieux avec, comme Serge Klarsfeld l'a fait, toujours entrepris, l'idée de pouvoir compléter l'album photo et des enfants sauvés et des parents sauvés et des parents déportés. Et on a justement une question dans ce sens. Que reste-t-il aujourd'hui comme trace des camps et autres bâtiments de cette histoire, du camp lui-même? Est-ce que le site pourrait devenir un lieu de mémoire? Qu'est-ce qu'il en est au niveau architectural, des bâtiments? Est-ce que la ville de Vénissieux promeut d'une manière ou d'une autre cette histoire? Où est-ce que ça en est de ce point de vue-là? Depuis le début, Serge pourra le dire, bien, même avant que je débute mon enquête, il y avait une première plaque commémorative qui avait été posée sur l'ancien lieu du camp par les fils et filles. Je sais qu'il y a Jean Lévy, qui est le représentant de Serge Klarsfeld, qui œuvre beaucoup à Lyon avec la mairie de Vénissieux, Serge Klarsfeld. Pour ne pas oublier cette histoire, on a 3 plaques commémoratives sur l'ancien lieu du camp, mais évidemment, ce n'est pas du tout un lieu où on pourrait facilement emmener des élèves, même si la tension est forte du côté de Vénissieux. En l'état, actuellement, non. Concernant je ne sais pas, hein, on n'a pas de lieu, voilà, c'est tout. On n'a pas de lieu de référence aujourd'hui, ni au CHRD, ni, je ne sais pas, au Mémorial de Montluc, ni à Vénissieux, ni de lieux qui permettent vraiment de parler de Vénissieux. Je pense que la question c'est suite sûrement aux photos qui ont été montrées. Est-ce que les bâtiments qu'on voit sur les photos existent toujours? Est-ce qu'ils ont non, est-ce qu'il y a ça a tout été. Est-ce que ça appartient à l'État? Est-ce que ça appartient non, ça a été d'abord, c'est méconnaissable. Voilà. Et c'est méconnaissable. Moi, j'ai retrouvé, j'ai une copie d'une petite bobine du camp qui a été tournée par un Vénitien au moment, juste avant qu'on rase les derniers vestiges du camp. D'ailleurs, où on voit la guérite, le mur du camp. Voilà. Donc, si vous voulez, il n'y a plus rien du camp. C'est ça qui est important. Voilà. Il y a par contre, les plaques commémoratives se trouvent exactement sur l'ancien lieu du camp. C'est-à-dire ça avait été authentifié et les cérémonies où Serge Klarsfeld, d'ailleurs en 2012, a organisé la lecture des noms, c'est fait vraiment sur l'ancien lieu du camp. Le site même, mais il y a plus de... Et encore cette année,
On a organisé, malgré le Covid, une cérémonie sur l'ancien lieu du camp. Mais si vous voulez, c'est pour des cérémonies disons, voilà, on ne peut pas emmener des scolaires comme on pourrait le faire au CHRD à Isieux, à Montluc, à Lyon. Oui, bien voilà. sûr. Et ça, c'est vraiment… À la gare de Saint-Priest. Oui, alors vous avez raison, Serge Klarsfeld, c'est vrai qu'il y a eu une pose c'était en 2014, il me semble, une pose d'une plaque commémorative qui était l'occasion d'une grande cérémonie à la gare de Saint-Priest, qui était une gare marchande qui est située à peu près à 500 mètres du camp. Où d'ailleurs, je me souviens, m'étais rendue avec d'anciens enfants sauvés. Oui, c'est vrai que là, il y a une plaque à Saint-Priest. Mais si vous voulez, il n'y a pas de lieu d'exposition, par exemple, même d'exposition itinérante. Si, au mémorial de la Shoah, dans comment on appelle ça, l'exposition qui est consacrée aux Juifs de France pendant la Shoah, on a rajouté 6 panneaux, il me semble 6, consacrés à l'affaire de Vénissieux, ce qui est déjà intéressant, puisque à Lyon, par exemple, quand Jean Lévy s'occupe de placer cette exposition dans les écoles, on peut appréhender assez facilement, du coup, l'affaire de Vénissieux et la faire connaître. Mais c'est encore quelque chose sur lequel on peut se pencher vu les archives qu'on a retrouvées et l'importance de l'événement. Alors, on avait une question aussi sur après. Quel est le pourcentage des parents qui ont retrouvé leurs enfants après la guerre? Il y en a très peu, mais vous le dites bien, vous avez fait ces recherches, Valérie. Quelles sont les principales difficultés relationnelles qui ont été rencontrées à l'occasion de ces retrouvailles entre les enfants et les survivants? Comment s'est poursuivie ou non la relation avec les personnes ayant caché, protégé ou élevé ces enfants, donc avec les sauveteurs? Comment s'est passée l'éventuelle cohabitation entre ces deux familles, donc ceux qui sont éventuellement revenus, les parents revenus et les familles qui ont caché les enfants? Y a-t-il eu vis-à-vis de ces sauveteurs, des sauveurs, une reconnaissance officielle de l'État français ou de l'État ou d'Israël? C'est ce dont vous parliez tout à l'heure longuement sur les nominations pour le titre de juste parmi les nations. Juste au moment, de toute façon, dès que la libération s'est tenue, l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, s'est rendue dans les familles qui avaient caché ces enfants pour les reprendre et les remettre aux familles, soit les parents survivants, soit des membres de la famille. Et c'est vrai que dans ma prise de témoignage des enfants sauvés que j'ai pu retrouver, c'était le deuxième passage le plus dur pour ces enfants à exprimer. Le premier étant celui de la nuit de la séparation avec leurs parents au camp. Et le deuxième, la séparation avec leurs sauveteurs qu'on appelle leurs sauveteurs de cœur, qui sont vraiment le sauveteur, c'est qui, si vous voulez, à la fois ils ont été protégés, ils ont vécu, mais surtout ils ont été aimés. Et l'amour qui existe entre l'enfant sauvé et le sauveteur a été le plus souvent tellement fort qu'aujourd'hui, les enfants sauvés qui sont adultes retournent, comme c'est le cas à Saint-Sauveur, retournent vers les enfants des sauveteurs pour encore partager et évoquer, passer du temps. Et on sent une grande émotion quand les départs des enfants sauvés avec leurs sauveteurs, la plupart du temps, c'est des récits qui ont de nouveau fracassé leur vie. Par exemple, si je prends le cas de Marcel Frankel, c'est vrai que sa maman a été sauvée du camp de Vénissieux. Quand elle vient le chercher chez la famille de ses sauveteurs, qui vraiment le considéraient comme leur fils, il n'avait pas de souvenir même physique de sa maman, donc il n'a pas été chaleureux, il n'a pas compris pourquoi on l'enlevait comme ça.
Et même plus tard, quand il était adulte, il était très ému d'être obligé de me dire qu'il n'avait pas reconnu sa maman, que pendant un certain temps, il avait organisé même des fugues pour rejoindre ses sauveteurs de cœur, et que quand il a écrit après à ses sauveteurs de cœur, il n'a jamais reçu de réponse. Et il en a été extrêmement blessé. Et un jour, quand il avait reconstitué sa vie de famille, et qu'il était il devait avoir une cinquantaine d'années, il a refait le voyage en France pour retrouver cette famille. Et son sauveteur de cœur était tout content de revenir avec une boîte où il avait mis toutes les lettres de Marcel. Donc Marcel s'est effondré en larmes devant son ancien sauveteur, en disant « Mais comment ça se fait que tu m'aies jamais répondu? J'ai cru que tu m'avais abandonné. » Il lui dit « Non, tu devais retourner avec les tiens et j'avais trop peur de t'empêcher de vivre normalement. Ta mère était venue te rechercher et on se devait de prendre cette position. » Et en fait, vous voyez, c'est souvent les sauveteurs ont joué le jeu aussi de laisser partir les enfants, et parfois dans l'excès inverse, quand l'enfant n'avait plus aucun parent et des descendants avec qui ils ne s'entendaient pas du tout, ils ont toujours cherché aussi à revenir vers leur sauveteur. Et bon, on a quelques cas d'adoption dans l'affaire de Vénissieux par les sauveteurs, j'en ai recensé que 2. Et la plupart du temps, de toute façon, ces enfants soit étaient tout petits au moment du sauvetage et donc du coup, on dû réapprendre à vivre avec les leurs, soit ils étaient ados et dans ces cas-là, quand les parents sont revenus, ils ont vraiment pris leur parti pour faire la séparation des choses. Mais l'après-guerre, c'est une période très difficile aussi pour l'enfant sauvé. Et encore plus quand il est orphelin des 2 parents. Bien sûr. Peut-être juste parce qu'on va bientôt arriver au terme de cette rencontre, évoquer vos travaux ont permis aussi de faire en sorte de documenter ce qui s'est passé exactement à Saint-Sauveur de Montagut et de finalement le faire nommer village juste. Il n'y en a pas énormément en France, donc c'est vraiment vos travaux de recherche qui ont permis ensuite la mise en œuvre de cette procédure et de cette nomination. Disons que moi, ce que je me suis rendu compte lors de mon étude, c'est qu'en fait, il y avait une multitude de sauveteurs pour chacun des enfants. Et on avait même une multitude de sauveteurs dont on ne connaîtra jamais l'identité, si ce n'est si vous prenez par exemple le cas des enfants de Vénissieux qui ont été conduits à Saint-Sauveur de Montagut, quand ils ont exprimé le souhait que je les aide à monter les médailles des justes pour leurs sauveteurs, je me suis aperçue qu'en fait, ils choisissaient un des sauveteurs parce qu'ils avaient l'idée qu'en fait, qu'à Yad Vashem, ils pouvaient faire la demande que pour un des sauveteurs. Donc, ils choisissaient automatiquement le sauveteur de cœur. Mais en réalité, quand j'ai reconstitué l'itinéraire de chacun des enfants, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément encore de sauveteurs qui étaient passés dans leur vie et qui parfois, même pendant quelques mois, les avaient pris en charge et pour des raisons de sécurité, ensuite avaient dû les placer ailleurs, qui ne seraient pas connus. Donc, si vous voulez, le sauvetage ne peut pas, comment vous dire, la figure des sauveteurs qui ont reçu la médaille des justes permet d'identifier des sauveteurs, mais n'est pas représentatif. On ne peut pas expliquer le sauvetage que par le nombre des gens qui ont reçu la médaille des justes. Il y a une quantité d'anonymes encore aujourd'hui qui ont œuvré au sauvetage. Et puis, si vous voulez, ce qui était assez intéressant aussi de voir, c'est que, par exemple, moi, pour Saint-Sauveur, ça a permis d'augmenter de 11 sauveteurs. Par exemple, le village de Saint-Sauveur, il était complètement inconnu quand je me suis penchée dessus. Donc, on a réussi à avoir 11 médailles des justes. Et encore avec ce que je viens de vous expliquer sur les sauveteurs de cœur. Mais on a eu de la chance que les enfants sauvés, les enfants sauveteurs aient gardé des contacts. Parce qu'en réalité, quand on a monté ces premiers dossiers de médaille des justes, je me suis rendu compte que l'enfant du sauveteur mettait souvent en avant le fait que si son parent
son père, sa mère était encore vivante, ils auraient sans doute refusé qu'on les honore de telle manière, parce que pour eux, ils voulaient garder la gratuité de leurs gestes, le côté non héroïque de leur action, tellement pour eux, c'était une évidence. Donc, vous voyez, il y a aussi des moments où on peut envisager, par exemple, ces dossiers et d'autres pas. Donc, on peut imaginer qu'à l'heure d'aujourd'hui, quantité de toute façon d'enfants sauvés sont décédés et qu'on ne connaîtra pas, enfin, on ne pourra pas passer par ce moyen-là, en tout cas pour authentifier d'autres sauveteurs. Très bien. Il y a une personne qui souhaiterait poser une question directement. Ça peut-être ce sera les dernières interventions, la dernière intervention. Et nous avons un petit mot aussi justement de Mela, dont on parlait tout à l'heure, et Mireille Bergericht, je ne sais pas. C'est sa fille, Mireille. Voilà. Qui souhaitait vraiment vous remercier pour vos travaux. Donc, est-ce que Georges, alors j'ai pas votre nom qui s'affiche, j'essaie de voir, est-ce que vous souhaitiez parler, Georges Brandstatter, est-ce que vous voulez parler directement? Vous pouvez allumer votre micro, on vous écoute. Votre micro est éteint, il faut juste que vous l'allumiez. Oui, d'accord, oui. Voilà, Et vous m'entendez? Très bien. Voilà. Ma question est la suivante. On n'a pas parlé des enfants cachés dont personne n'est revenu pour les chercher. Comment ça se situe à ce niveau-là? Donc les enfants ne savent rien. Valérie, vous en avez parlé, justement, vous venez de l'évoquer, le cas des enfants orphelins. Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence sur la manière dont quelles ont été les organisations qui se sont mobilisées pour justement œuvrer auprès, dont l'oser bien sûr, auprès de ces enfants juste après la guerre. Dans le cas des enfants de Vénissieux, vous voulez dire un petit mot peut-être Valérie, puis on va conclure bientôt. Moi, je ne sais pas si je répondrai à sa question dans le sens où pour les enfants qui ne connaissent pas du tout, c'est ça, qui n'ont pas été pris en charge par les associations dont on a qui n'ont parlé. pas retrouvé leurs parents. Après, c'est compliqué parce que chaque histoire est singulière, donc on ne peut pas non plus, il faudrait parler de chaque enfant, de l'histoire de chaque enfant. En fait, c'est ça l'intérêt aussi, c'est qu'à travers cette étude de Vénissieux, on a aussi le parcours de quantité d'histoires individuelles. Et c'est pour ça que à chaque fois, pour chaque enfant, on a des cas très, très différents. Je vous évoquais le cas de Marcel Frankel, dont la maman avait survécu. J'ai le cas d'une autre dame, Myriam, qui a eu la chance de pouvoir retrouver son père qui est revenu de déportation et dont la mère avait été exfiltrée. Et puis, j'ai le cas d'enfants comme Denise, qui a été cachée à Sainte-Foy à Lyon, dont les deux parents sont morts. Elle avait 5 ans et demi au moment de son exfiltration. Elle est restée toute la guerre chez une dame qui avait une maison d'enfants. Et là, ben, évidemment, elle a été envoyée chez des oncles et tantes en Afrique du Sud du jour au lendemain. Ben, ça a été un cataclysme, c'était l'horreur, elle ne comprenait pas. Et pendant 10 ans, elle n'avait qu'une idée, c'était de retourner vers, pour elle, ce qui était sa mère, en fait. Vous voyez, c'était Madame Marty, c'était pour elle, c'était sa mère. Et elles vont se retrouver après. Donc, je peux réciter quantité de cas individuels. C'était justement tout l'intérêt de pouvoir rencontrer ces enfants sauvés. C'était parce que à chaque fois qu'on rencontre un nouvel enfant sauvé, on a une nouvelle destinée de ses parents et de lui-même à raconter. Et d'ailleurs, c'est ce que j'expliquais aussi hier, c'est qu'on s'aperçoit que tous ces gens qui ont été sauvés, ces personnalités provenaient de parents qui venaient de toute l'Europe, du Troisième Reich, qui étaient passés par la Belgique, le Luxembourg. Et aujourd'hui, vous
voyez, comme quand j'ai parlé de cette conférence au mémorial, ben, du coup, j'ai contacté des gens aux États-Unis, en Belgique, au Brésil, en France, en Suisse, pour vous dire à tel point qu'aujourd'hui encore, cette histoire, elle peut intéresser, traverser les frontières et demander. Par exemple, j'ai une petite fille, sauvée de Vénitieuse, je sais qu'elle est passée par l'Afrique du Sud, je ne l'ai pas encore retrouvée, sans doute qu'elle a encore une histoire très particulière, puisque elle est orpheline des deux parents. Donc, j'avais rencontré aux États-Unis les enfants d'Holman aussi. Ils étaient orphelins des deux parents. Quand même, on peut dire, c'est vrai que les témoignages des enfants qui sont orphelins des deux parents sont quand même beaucoup plus tristes, tragiques. Ils ont une approche qui est quand même plus dure de ce qu'ils ont vécu. Vous voyez, en Israël, Hélène Reichmann, qui a été sauvée et placée au village de Saint-Sauveur. Ses parents avaient été énormément aidés à Saint-Sauveur après leur exode de Belgique. Au moment où on a évoqué l'arrestation de ses parents, c'est quand même la colère. Pourquoi on est venu nous chercher là, tout se passait bien, on avait été bien accueillis, cette injustice, et on sent quand même que l'après-guerre, il y a une certaine dureté quand même sur la façon d'appréhender cette... il y avait perdre ses deux parents, c'est pas perdre qu'un seul parent, et c'est pas aussi comme Lotte Lévy qui a eu la chance. Elle a 98% de sa famille qui était d'origine sarroise, qui ont été exterminés, et toute la famille a été sauvée pendant la guerre, c'est-à-dire ses parents et ses frères et sœurs. Ben, c'était quelqu'un qui, pour mener l'enquête avec moi, n'avait pas les mêmes réactions que quelqu'un qui était orphelin des deux parents. C'est pas du tout les mêmes problématiques. Vous parlez pas avec eux de la même manière. D'ailleurs, moi, j'avais quand je retrouvais un ancien enfant sauvé de Vénissieux, c'était très compliqué pour moi ensuite de téléphoner et de dire voilà, je travaille sur Vénissieux, j'aimerais vous rencontrer. D'un seul coup, c'était un blanc total, voire fallait que je les rappelle, il fallait que je leur écrive, parce que j'étais l'historienne qui s'intéressait au moment où leur vie avait été fracassée. Et ça, c'est compliqué d'avoir la confiance de quelqu'un, même s'il y a le sauvetage. Et effectivement, dans les témoignages, on voit très bien que les enfants reprennent le sourire effectivement au moment où ils parlent soit de leur sauveteur de cœur, soit de leur descendance. Parce qu'effectivement, c'est quand même ça que le sauvetage a permis. C'est pour eux de reconstituer des familles, par certains côtés aussi de se venger du projet d'Hitler, puisque quand même les familles sont là, les descendants. Mais pour parler des parents, des deux parents qui sont morts en déportation, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est tellement compliqué qu'il suffit pour vous de poser la question à ces mêmes enfants: est-ce que vous êtes allé ou pas à Auschwitz? Souvent, le plus souvent, quand même, les avis sont, vous voyez, c'est pas entre deux. C'est ou jamais, ou j'y vais tout le temps. Vous voyez, et ça, je suis sûre qu'il faudrait vraiment encore plus travailler là-dessus, mais je pense que c'est en lien quand même aussi à la fois avec la façon, avec ce qui s'est produit, c'est-à-dire s'ils sont orphelins d'un ou deux parents, et puis aussi l'après-guerre, et parfois des rencontres. Vous voyez, moi, j'étais jamais allée à Auschwitz, jusqu'au jour où Jean Stern, qui a été sauvé au camp de Vénissieux, m'a emmené pendant 4 jours avec lui. Et ensuite, j'ai participé, grâce à Serge Klarsfeld, parce que je suis aussi membre des Fils et Filles des déportés juifs de France, au voyage que la métropole de Lyon organise aussi avec le mémorial de la Shoah chaque année pour les scolaires à Auschwitz. Et j'ai ressenti quand même ce que ça pouvait être pour des enfants sauvés de parents déportés, la douleur de se retrouver à Auschwitz. Moi, j'ai dormi une nuit
il y a un centre communique entre les deux camps où on peut dormir. Et je me souviens que la première fois, j'ai été prise par une sorte de panique attaque lors de la nuit parce que j'ai eu l'impression d'avoir toutes les paroles que les enfants m'ont racontées de leurs parents, et ben, que les esprits des parents revenaient vers moi, de toute la douleur de ces enfants, si vous voulez. Et c'est vrai que c'est une interrogation, le fait qu'un enfant sauvé soit allé à Auschwitz, qui est aussi très douloureuse. Parce que derrière, si vous voulez, on repartait du coup sur le crime, l'abominable crime qui a été commis. Et je pense que c'est pour ça aussi que quand je participe à ces voyages à Auschwitz, au final, c'est pas indécent de parler du sauvetage dans les cars avec les enfants quand on va à Auschwitz, parce qu'en réalité, on est avec l'histoire des parents qui, eux, malheureusement, ont été déportés. Et c'est ça qui est douloureux, en fait, dans le sauvetage. C'est que vous ne sauvez pas quand des gens ne sont pas en péril de mourir ou que d'autres sont morts à leur place. Et c'est ça qui est aussi qui est touchant et important dans le sauvetage. C'est que derrière, il y a toujours une immense douleur à le dire qu'on a aussi été sauvé. Parce que parfois, on culpabilise dans le camp. Je crois que c'était Charles Lederman ou Georges Garel qui avaient 2 petites jumelles qui les poursuivaient dans le camp en disant essayez de sauver mon frère, parce que le frère avait dépassé l'âge de pouvoir être sauvé sans compromettre tout le groupe des autres enfants. Et puis à l'inverse, pourquoi une autre petite fille ou comme Lotte Lévy qui avait dépassé l'âge a pu être sauvée? Pour d'autres raisons. Vous voyez, dans le camp aussi, il y a eu des gens qui auraient dû être sauvés, qui n'ont pas été sauvés. Enfin, vous voyez, c'est... Là, je suis partie sur d'autres choses, mais voilà. Bien. Merci beaucoup. Peut-être Simon peut conclure. Non, on n'a pas besoin. Je crois qu'on a encore un micro allumé parmi les intervenants. Je conclurai très rapidement en remerciant tout le public d'être venu assister à cette séance sur Zoom, en remerciant aussi Serge Klarsfeld de nous avoir même donné plus de temps que prévu et d'avoir assisté à toute la séance des questions. Et puis surtout, un grand merci à Valérie pour son travail. Je ne doute pas qu'on aura l'occasion de vous réentendre du côté du mémorial ou d'autres institutions, parce que ce projet qui a 25 ans derrière lui a tout l'air d'avoir 25 ans devant lui. C'est très gentil. Ça va me faire tenir pour continuer. Alors. Merci beaucoup à tous. Ne serait-ce que le film documentaire, puis le film de fiction, c'est déjà des années de travail. C'est ça. Et un roman graphique aussi. Pour toucher les jeunes aussi, le roman graphique, c'est un beau projet aussi. Tout à fait. Très bien. Merci à vous, au mémorial. Merci d'avoir reçu à Serge Klarsfeld, évidemment. Merci Serge. Beaucoup. À bientôt. Au revoir.